Bon jeudi à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine avec un épisode bien chargé. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Je vous présente aujourd'hui l'entretien exclusif avec Valtteri Filppula, un entretien de 25 minutes avec le joueur de centre de Genève, Servette. On est allé le rencontrer pour parler évidemment de sa longue carrière en Amérique du Nord du côté de la NHL et également son passage au hockey suisse, au hockey, son retour au hockey européen. Vraiment très intéressant. Et pour ceux qui se disent « Ouais, c'est bien beau, 25 minutes avec Valtteri Filppula, mais j'ai pas le niveau d'anglais pour comprendre tout ce qu'il dit », ben sachez que sur nos plateformes vidéo, que ce soit YouTube, que ce soit notre site Internet ou notre application numérique MySports, l'interview s'y retrouve sous-titrée en français. Donc, aucune raison pour ne pas comprendre les propos de Valtteri Filppula. Également, dans cet épisode, on va accueillir Stéphane Rochette pour les segments Hub Suisse et Head to Head. Je vous rappelle évidemment que l'épisode se retrouve sur toutes nos plateformes que j'ai nommées il y a quelques instants, mais également sur les plateformes d'écoute audio, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne rien manquer. Sans plus attendre, voici notre interview avec Valtteri Filppula. Pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, on a l'immense honneur d'avoir avec nous comme invité aujourd'hui Valtteri Filppula. Valtteri Filppula, c'est plus de 1200 matchs de NHL, 616 points, une Coupe Stanley, une magnifique carrière. Valtteri, thank you very much for being with us, and it's a huge honor to have you on the show. Oh, thanks for having me. You had a very big career in the NHL, but let's go back to the beginning. Was it always a dream for you to play in the NHL? Yeah, I mean, it was pretty much always a dream, but kind of didn't think about it too much. It was you were trying to make the Elite League back home in Finland and then kind of see what happens. But obviously, you watched a little bit of NHL, you saw the highlights on the weekends and stuff, and you were thinking maybe one day, hopefully, but never really became. It was a dream, but not really a goal until turned maybe 16, 17, and kind of had a feeling that there might be an opportunity to go there. You talk about the highlights, the games that you watched. Did you have an idol or a model in the NHL growing up? Not really. I think I followed my brother more than anybody, and then you're watching mostly the Finns. You got the most highlights out of the Finns too, out of what happened in the NHL, and you see Teemu Selanne and Saku Koivu and those guys you were following, but yeah, you were trying to watch as many players as you could and try to learn some things. You've been drafted in the 3rd round by the Detroit Red Wings. Back then, you were playing for the U20s in Finland. Were you surprised to be drafted? Yeah, yes and no. I think I had played with the national team, so you know you're going to be looked at. You know you're going to have a chance to maybe play some tournaments, and the scouting were able to come and see you. So I knew there was a chance. Played a couple of World Juniors, which went okay. So I thought maybe, but didn't really have an idea what round or what. But I was definitely excited that happened. The Red Wings have always been very patient with their young players. In your case, you stayed 3 years in Finland before playing your first year in the AHL. Was it your decision to stay that long in Europe? Yeah, I mean, I think I was nowhere near to be ready to play in the NHL. I had a good spot in Finland too. I knew I'm going to have a good chance, good coaching. I knew I'm going to have a good chance to keep getting better physically, especially. I still needed to get a lot better. So I think it was a good thing. I think there was talks with my agent and the team that okay, probably a smart thing to stay back in Finland for a little bit longer. And I still think the first year I went there, I played the AHL the whole year, which I think was a big thing. Get to learn the 82 games is a big difference than 56 games at that time in Finland. So and all that travel. So I think at least right now it's easy to say it was a smart decision to stay back for a little bit longer. What was the biggest challenge? You said 82 games, a long season. Was it the biggest challenge you had when you
went to North America? Yeah, that was definitely one thing. You need to take care of recovery. Of course, you needed to do that back home as well. But I think even more with a lot of bus rides in AHL, you needed to try to take care of the body as well as you could. And then the smaller rink, I think that was maybe the biggest difference, that the ice surface all of a sudden went a lot smaller. You needed to do things a lot quicker. And obviously the game was a little bit more physical as well over there. So there was a few things, but I think I was still very young when I went there, so the recovery was a little bit easier. Did you have to change something in your game to make your place in the NHL? Well, I think the main thing at first is needed to be really good defensively. I think that was the biggest thing. In Detroit, there was a lot of offense, a lot of big names, a lot of good players. It wasn't hard to, or it was really hard to make that lineup. And the only way I felt like the coach was gonna put you out there if you played well defensively. So I think that was the main thing that I really needed to try to do as well as possible to gain the trust and coach that you get to put out there, and then hopefully build off that and get a little bit more ice time. You played your first games in the NHL with the Red Wings in 2005, 2006. The team was full of superstars back then, like Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg, Brendan Shanahan, Steve Yzerman, Niklas Lidstrom, Chris Chelios, and so on. How did you feel as a young player to be around these players? Yeah, I mean, it was really special. The special was too that everybody treated me right away like I've been part of the team for a long time, which made it easier to go in and play with those guys. Obviously, you needed some injuries to be able to get into the lineup that first year, but then you also knew that if you're going to make the lineup, you're going to get to play with really good players. So during the game, it was made it a little bit easier. Obviously, I played I think 4 games that first year with not a lot of ice time, so it was just more than anything just trying to survive. But yeah, it was special, and I got to watch how they practice, what they do off ice, and I was just trying to learn as much as possible. We often hear that the hardest part is not getting to the NHL, but staying in the NHL. When did you feel that your place was made in the NHL? Well, I think second year I played up the whole year, and things started going pretty well. I built more confidence, and I stayed in the lineup, and I didn't have to go back and forth, which was big. But obviously, you have to keep working on it and trying to every day play well and trying to get better. There's so many players that want to take your job and waiting for the opportunity to get a chance, and then trying to take your job. So I think that's just how it goes. I was able to always stay fairly healthy too, so that made it easier. Didn't have to stay out of the lineup for a long time, but yeah, it keeps you motivated when you know you can't take a day off, or summer you need to just keep trying to get better, and yeah, it's not easy, but it's kind of everybody knows the business side of it too, that if things aren't going that well, somebody else is gonna get a chance. You won the Stanley Cup at your 3rd season in the NHL. You beat the Penguins in 6 games with the Detroit Red Wings. Tell us a little bit about this playoff run, this incredible season. I had a pretty good start my career. Their first full year, we went to conference finals, we lost, and then next 2 years in the finals. So it was it was a little bit thought, okay, we're going to have a chance to play for the championship every year. Obviously, that wasn't the case. After that, we didn't go back for a while. But yeah, it was a special run, and 07, 08. We had a good regular season. We had a good year last year. We felt like we were right there, but couldn't quite get it done. And going to the following year, I felt like, okay, we have a lot of confidence. We pretty much had the same team. That we're going to have a good chance again if everything goes well and we don't have too many injuries, which we were lucky that we were pretty healthy during the year. And then playoffs, everything started going pretty well. Obviously, the games are always hard, and there's not big differences between the teams, but
going into the final series with Pittsburgh, we felt good about our chances, and luckily we were able to get it done. Obviously next year was Pittsburgh again, and that year didn't go as we wanted to, but we were able to have the same team for quite a while, and that always helps as well. You talked about 3 incredible years for the Detroit Red Wings, a team that you were a part of. What was the biggest strength of this team? How can you explain such a success? I mean, I think the core group of like the names you just mentioned a little while ago, they stayed, and they were our best players during the regular season. They kept playing, and they were unbelievable in the playoffs. And then the support group were able to always, I felt like, raise the level a little bit in the playoffs too. And yeah, it was a special group. I think big part of it is because we were together for so long, and we were a really close team. You signed the biggest contract of your career in 2013 in Tampa Bay. At the time, you were an established player in the NHL with a very good reputation. Was it your decision to not extend with Detroit, and did you receive a lot of offer during the summer? I didn't want to sign during the season with Detroit, so that was more my decision. But then they during the off season they signed another guy, which was kind of probably would have been the same role that I would have played. So then I was more or less had to look for go somewhere else. There was few teams, 4 or 5 teams maybe. At the very end, maybe 3 teams that were more serious, and obviously Tampa was one of them. But yeah, I had a good relationship with Yzerman in Detroit, which I always respected a lot, and which was a big thing for me that he really wanted me in Tampa. So at the end of the day, made it easy to make that decision and go there. Obviously, weather-wise too was helping. I knew it was going to be some off-ice stuff that would be fun to do, play some tennis and golf. So that was a big thing personally as well. Yeah, because Steve Yzerman was the GM in Tampa Bay the year that you signed, and he was the GM in Detroit when you came back years later, after a season with Philadelphia and New York Islanders. Yeah. Was it something you wanted to come back where it all begins? I hadn't thought about it too much, but it was always in my mind that if the opportunity comes, it could be fun to go back for a couple of years. And I was happy to go back. I wasn't able to play at the level I wanted anymore. We didn't quite have the team that we weren't able to be as competitive as everybody would have liked. But it was personally it was nice. It was a new rink there, and it was good to go back for those 2 years and kind of finish my NHL career there. So I'm happy about that. Yeah, because you started in the mythic Joe Louis Arena. Yeah. At 37, you decided to quit the NHL to sign here in Geneva. Did you already feel that it was the end of your career in the NHL during the year before? Yeah, a little bit. Like I said, I don't think I was able to play at the level that I wanted to anymore. And obviously I was getting older too, so it wouldn't be any easier. I've always thought I'd like to come back to Europe. Not really sure where, either Finland. My brother played here in Switzerland and had a lot of good things to say about Switzerland. So it was always something that I thought, okay, maybe if there's a chance, it would be fun to come see how it is over here. And couldn't be happier for the decision. It's been a lot of fun. Obviously, first year didn't go as we wanted to, but we had a really good team, and kind of the same thing. We felt like we had a better team, that we were able to get results, and obviously, yeah, last year could have gone any better. And with the NHL not going to the Olympics too, it gave a chance to go to the Olympics with the national team and play World Championship at home. So it all turned out good, and I'm happy about the decision that I kept playing and came here in Geneva. I've been really happy about that. What was the biggest difference you noticed between the game in the NHL and here in National League?
Well, I think again when the ring size goes a lot bigger than it is NHL, that changes the game quite a bit. There's a lot of skating here, not as much just stop and start. In NHL, you kind of everything happens a little bit faster. But I feel like you have to do a lot more skating here, and there's a lot. I don't know want to say a lot more speed, but there's different kind. You have to kind of try to keep your speed and not as much hitting because there's more room to get away from the guys. So, but I really enjoy the type of game it is here. It's a lot of offense, a lot of back and forth, and it's been fun. A little bit different, maybe a little bit easier on the body when there's not as much hitting. So that's a good thing for me, especially when getting a little bit older. You talked about the Finnish national team. You won the gold in the World Championships and in the Olympics in 2022. You won also the title here in Geneva of the National League. That makes you 4 titles, professional titles, Olympics, World Championship, Stanley Cup, and here in National League. Is there one title more special than the others? I mean, it's tough to pick. I would still say probably NHL is one of the. It's got to be up there with the Olympics. Those two, it's hard. I think in hockey the biggest one is the Stanley Cup, and then for national team Olympics is something that it's super special. But I think whenever you play something, whatever league it is, it's always super hard to win, and it's always special to win. So that way it's tough to compare different things. But obviously Stanley Cup is, if I'd have to pick one, it would probably be that one. In 2022, you became the 30th player in hockey history to be a member of the Triple Goal Club. What does this mean to you? Yeah, it's nice. I think it's just means that I've been lucky enough to be part of really good teams. Obviously, you look at the names. There's a lot of players that individually I've been a lot better than I have. But like I said, lucky enough that I've been able to be part of really good teams. First in Detroit, and then obviously with the national team, we had a really good team and played a really in a way that we have a chance to win in tournament kind of play, and I just feel lucky that, and also I'm proud of the fact that I've been able to play for a long time. That these last 2 wins with the national team came when I'm at the second half of my career. So that I'm proud of. You're going to play the CHL final here in Geneva on February 20th. What does this opportunity mean to you? It means a lot. It's a little bit of interesting format. I feel like you play a lot of the first stages. You play in kind of like the preseason. You travel a little bit. You play different leagues, different teams from different leagues, which is interesting, and it's fun. And yeah, whenever you play, you want to win. Whenever you play a tournament or a league, you want to do as well as possible. And yeah, now we have one more game left. Hopefully we can win. It would be awesome for the team, personally, great as well. So hopefully we can play a good game. Looking back to your career, do you realize how much you accomplished in hockey? Did you dream of such an impressive career? No. So you always want to play. The main goal is to try to play as long as possible. I always enjoyed. I think I've been very fortunate to be able to make a living out of something that I've loved doing since I was a kid, and that's kind of been the main focus. And then, like I said, been able to be a part of really good teams and I had some success. I think that's a really nice plus. But it's really just been fortunate to play so long, and hopefully, well, at least this year, and then we'll see what happens next. Retirement is approaching, even if you play next year or 2 more years. Do you already know what you want to do next? No, I think that's been part of what I've been trying to play still, to trying to buy some more time to trying to figure out what the next chapter is going to be, what I would like to do.
I don't know yet. Sometimes I'm hoping, hopefully it's something totally different than hockey and can start another thing and do other things. But I don't know yet. And at the same time, it's when you're still playing, you don't want to think about it too much. Then you almost feel like you should stop playing if you're just thinking of other things already. But yeah, I realized that it's not too long anymore. Then I have to come up with something else to do. Is it a possibility to come back here? Next year? Yeah, I don't know. I obviously have to see this during the summer how this season goes and how I feel after and what happens and what kind of decisions the team makes as well. But those are kind of things that I don't think about too much during the season. Good thing there's a lot of time during the summer to make those decisions. Valtteri, before leaving you, I have some quick questions for you. Which NHL city did you prefer? Oh, that's tough. I think Tampa is one of my favorites, just because still have a place there. Really love living there. The weather-wise during the winter, it's real nice. Which NHL city did you like the least during your career? Oh, that's another hard one. You played in Winnipeg, right? I played in Winnipeg. Yeah, actually, yeah. Winnipeg is one of those, and it was never really always cold. That's a good thing. Thanks for the help. Yeah, that's a good answer. What was your favorite NHL rink? Montreal was one of my favorite places to play. It was a great city. It was always fun to visit. I always felt like we had a little bit of time there too, either one night before the game or sometimes we stayed after the game, so we had a little bit of time to spend there. And the atmosphere there was always good. So if I had to pick one, that's definitely one of the places I enjoyed. So for my next question, which ice rink had the most beautiful atmosphere? Is it Montreal? Montreal was definitely one of them. And then at the very end, Vegas was always a really nice. They put on a big production. It was quite the show always there. So that's something that stood out too. Which NHL jersey is for you the most beautiful? I really like the Red Wings jersey. I think that's always, even before I went there, I always thought there was a really classic and really good looking jersey. Yeah, the classic. The original 6 are... Yeah, they're nice. Yeah, very nice. Which NHL player impressed you the most during your career? There's quite a few players. It's hard to pick just one, but maybe if I'd have to pick one, it would be Datsyuk. Just watching him close on and off the ice, really special. But definitely on the ice, the way he stick handled, how he played, it's something special. And at least that time, you didn't really see too many guys that did what he did. I feel like now there's a lot of guys with super skill, but he was I feel like head of everybody else. He's very talented. Which NHL goalie was the most dominant against you? Against me? Yeah. All of them. I have never been a big-time goal scorer, so I had a tough time with against everybody. But one of the legends, Hasek, it was cool to see how he prepared, how he played, and I felt fortunate to see how he did a little bit later in his career too, and the way he competed in practice and everything, and obviously had an unbelievable career in NHL as well. Yeah, because you played a couple of years with him in Detroit. Yeah. Which of your former teammates was the funniest in the locker room? Maybe Thomas Holmstrom. He had a little bit of different kind of sense of humor, but it was a lot of fun even when he wasn't trying to be funny, he ended up being funny. What is your greatest memory in the NHL? It would have to be winning the Stanley Cup. There's a lot of good memories, but if you'd have to pick one, obviously that was so special that I definitely would have to say that.
And the last question, you just scored a goal that put Geneva in the final of the CHL. So the question is, what is the most important goal you scored in your career, not just in the NHL? I don't know, most important. Maybe if this put us to the final, maybe this is one of the top goals I've scored. Then it was definitely special to get that one, and especially playing in Finland, it felt good. Valtteri, thank you very much for your time. Wish you the best for the rest of the season with Geneva, and hope you the best for the final of the CHL. Thank you, appreciate it. Thank you. Thanks. On accueille pour le segment Hub Suisse Stéphane Rochette. Salut Steph, très heureux de te retrouver. Salut Joe, plaisir de partager. Steph, le segment Hub Suisse va être très court cette semaine parce qu'évidemment, il n'y avait pas de match en raison du match des étoiles. Par contre, il y a eu de l'actualité qui va influencer les joueurs suisses et c'est de ça surtout dont on va parler dans ce segment. À commencer par le coach des Kings de Los Angeles, donc de Kevin Fiala, qui a été congédié, Todd McLellan. Il est remplacé par son ancien adjoint. D'ailleurs, les Kings qui ont aussi signé un certain DJ Smith, l'ancien entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, pour venir en soutien à ce nouvel entraîneur du côté de Los Angeles. Mais Steph, c'était quand même évident que quelque chose n'allait pas du côté de Los Angeles. En quelques semaines, en quelques jours, il y a eu McLellan qui a pointé du doigt Pierre-Luc Dubois, le nouveau joueur de centre des Kings depuis le début de la saison. Il y a eu Drew Doughty qui a également sorti dans les médias pour critiquer les joueurs de talent de ce club, donc on peut comprendre en quelque sorte un Kevin Fiala. Clairement, quand les problèmes à l'intérieur du vestiaire sortent dans les médias, c'est signe qu'il doit y avoir un changement. Ben, c'est anguille sous la roche, comme on dit. Mais honnêtement, moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que Los Angeles, au début de l'année, je me souviens très bien de ce qu'on disait. Elle est l'équipe incroyable, structurée, un gardien tout à coup qui renaît de ses centres, que ça ne marchait pas, et tout à coup, il connaît sa meilleure saison. Philippe Danault, meilleure signature de l'histoire. L'équipe la plus dure à jouer contre. Je me souviens d'André Tourigny au talk show JC à TVA Sport qui louangeait Los Angeles en disant c'est incroyable la façon dont ils jouent, ils sont structurés. McLellan fait un sacré job. Et tout à coup, merci, bonsoir, il est parti. Très mauvaise séquence. Comme certains disaient ici, ça a fait la crêpe. Et là, c'est parti sur une chire. C'est parti complètement à l'envers. Et effectivement, tu le dis, quand les Drew Doughty, parce que normalement, un leader, c'est dans le vestiaire que ça se passe. C'est à la porte fermée. Puis là, il commence, ça se parle dans la face, comme on dit. On dit, toi, tu commences. Et là, quand tu es rendu à le dire dans les médias pour faire réagir un gars, c'est que le problème est profond. Honnêtement. Très profond. Et Pierre-Luc Dubois, Fiala, il a toujours un peu la réputation d'être un peu selfish. Hein? Donc, c'est pas le gars le plus grand joueur d'équipe. Il traite beaucoup de talent, mais il n'est pas réputé comme étant un joueur vraiment commis à la cause de l'équipe. C'est une réputation, vrai ou pas vrai, à vous. Quand tu n'es pas dans le vestiaire, tu ne peux pas le savoir. Mais il a été plus ou moins pointé du doigt. Et Pierre-Luc Dubois, Joe, toi puis moi, on est Québécois. C'est un Québécois, Pierre-Luc Dubois. Il a été protégé. On le voulait à Montréal. Hein? À Columbus, ça n'allait pas à cause du coach. On l'échange à Winnipeg, compliqué. Et à Montréal, tous les médias réclamaient d'aller chercher Pierre-Luc Dubois, Pierre-Luc Dubois, Pierre-Luc Dubois. Moi, je pense que Montréal a bien fait de ne pas toucher à Pierre-Luc Dubois. Et les médias le défendaient, Pierre-Luc Dubois. Les gars, il veut des millions, etc. Un peu comme Jonathan Huberdeau, là. Et tout à coup, Pierre-Luc Dubois choisit d'aller à Los Angeles. Je comprends son choix plutôt de la Montréal, entre nous. Gros contrat. Et c'est toujours les mêmes problèmes qui surviennent avec lui. Et ça fait des années. Moi, j'ai entendu parler de Pierre-Luc Dubois quand il était dans le junior. Est-ce que je peux te raconter l'anecdote entre nous? Vas-y. Entre nous, ça reste entre nous. On est juste les deux. Quand il était junior, il était coaché par celui qui est à Syracuse maintenant, le Québécois, Bouchard, Joël Bouchard. Il jouait pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et puis, un gars, il a la réputation de ne pas être coachable. Donc, c'est une tête de, comme on dit au Québec, c'est une tête de cochon, c'est une tête dure, là, incoachable. Et à un moment donné, Joël Bouchard, c'était pas un entraîneur facile. Il jouait dans les oreilles parce que justement, Dubois ne jouait pas du bon hockey, il faisait sa star, etc. Et Dubois
a posé ses gants et sa canne, il s'est retourné sur le banc, il a dit à l'entraîneur, maintenant, si tu ne te la coinces pas, je te saute dessus puis je te tape dessus. Pierre-Luc Dubois a dit à l'entraîneur, maintenant, tu te la coinces, en bon québécois, tu fermes ta gueule, sinon, c'est moi qui vais te la fermer et je vais traverser puis je vais devant tout le monde. Et son agent, la semaine d'après, Joël Bouchard avec son agent, qui était Pat Brisson, qui est encore Pat Brisson, gros, pour régler le problème. Donc, déjà dans le junior, c'est un gars qui avait cette réputation-là. Et ça le suit. À Columbus, c'est pas un marché de hockey, les gens ne connaissent rien, Winnipeg, pas fonctionné comme ça allait. Los Angeles, bon, tout le monde le voulait comme joueur autonome. Il a un profil incroyable pour la NHL, il faut le dire. Toutes les qualités, les gros et les grands, power forward et tout. Signe un gros contrat à Los Angeles et ça va de nouveau pas. Donc, à un moment donné, là, c'est comme si tu changes, puis à chaque place où tu vas, il y a un problème, c'est que c'est peut-être pas toujours les autres le problème. Non, et je trouve intéressant, parce que tu as nommé Jonathan Huberdeau, et en ce moment, les deux, on parle beaucoup de leur éthique de travail, ce qui ne marche pas, leur éthique de travail. Ouais. Et Pierre-Luc Dubois, moi, j'étais d'avis que, justement, le Canadien Montréal devait s'en tenir loin. D'ailleurs, les Kings de Los Angeles ont payé très cher pour faire son acquisition en vue de le signer. Et on voit le résultat. Et c'est sûr que quand les égos passent avant l'équipe, il n'y a pas de secret, ça ne marchera pas. Et cette équipe-là, si les leaders n'ont plus le vestiaire, si le coach n'a plus le vestiaire, le message ne passe plus. On voit le résultat. Les Kings de Los Angeles ont vraiment piqué du nez. C'était une équipe qui devait être aspirante à la Coupe Stanley avec une ligne de centre, l'une des plus redoutables de la Ligue nationale de hockey, une des plus responsables aussi. Et on est passé vraiment à l'autre extrême. Donc, j'ai hâte de voir si un changement d'entraîneur amènera vraiment un vent nouveau dans cette équipe-là, parce que s'il y a des problèmes à l'interne, s'il y a des joueurs qui se font pointer du doigt, ça me surprendrait que Pierre-Luc Dubois, par exemple, pour ne nommer que lui, ou Kevin Fiala, change les choses qui dérangent les autres joueurs du jour au lendemain parce qu'un nouveau coach rentre dans le vestiaire. C'est ça. Les gars sont assis sur des gros contrats. Pierre-Luc Dubois, je sais quoi, 8 millions par année pour 8,5, ouais, je pense. Sur cette lui, il est comme ça. Il dit, regarde, tu causes toujours mon lapin. Quand t'es coach, il parle, cause toujours mon lapin. Toi, tu seras plus là. Moi, je vais être encore là, puis je vais en casser le gros chèque. Petite parenthèse sur Huberdeau. Moi, je suis surpris d'entendre parler de l'éthique de travail d'Huberdeau. C'est la première fois qu'on entend parler de son éthique du travail. Quand il était dans le junior, c'est un gars, il est sorti numéro 3 overall, comme Dubois d'ailleurs. Et puis, rien. En Floride, il me semble que rien. Et là, tout à coup, on parle de son éthique de travail. Et là, je me méfie un peu de la rengaine de l'extrémité du Canada, l'autre extrémité du Canada, le côté ouest, concernant ceux qui parlent un petit peu français. Là. Ils ont toujours la réputation. Nos compatriotes anglophones ont la gâchette facile sur l'éthique de travail des Québécois, en général. Mais Steph, je pense que... Je mets un petit bémol là-dessus. Mais je pense que ce qui a nuit le plus, justement, à cette réputation de Jonathan Huberdeau, c'est surtout la façon... Tu sais, on a vu tellement d'images passer. Il faisait la fête quand il a signé, justement, son gros contrat avec les Flames de Calgary. Faisait la fête, s'est acheté une grosse bagnole et tout. Et les gens ont critiqué sa préparation à cette saison-là. Mais après, moi, je pense qu'il était grandement aidé par Alexander Barkov. Je pense que l'apport de Barkov à Jonathan Huberdeau est grandement sous-estimé. Et il est arrivé comme le sauveur à Calgary, mais je pense pas que Jonathan Huberdeau doit être le joueur élite d'une équipe. C'est un joueur élite de la Ligue nationale, mais je pense qu'il doit être mené par quelqu'un comme Barkov. Et je pense que... Il doit s'ennuyer de son bon ami finlandais. Steph, autre sujet, le dernier sujet de ce segment Hop Suisse, et ça touche directement, pas juste un ou deux joueurs suisses, mais l'ensemble des joueurs suisses de NHL. C'est qu'enfin, la NHL va être de retour aux Jeux olympiques à partir de 2026 à Milan. Ce sera également le cas 4 ans plus tard du côté des Alpes françaises. Steph, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que on peut le dire, quand les joueurs de NHL sont aux Jeux olympiques, ça représente la Coupe du monde au foot. Ça représente vraiment la meilleure compétition internationale au monde dans le domaine du hockey. Oui, tout à fait. Là, ça va être hyper suivi. C'est en plein hiver. Et puis là, c'est le moment où les gens suivent. Et puis, évidemment, nous, amateurs de hockey qu'on est, ça nous fait suivre, évidemment, les Jeux olympiques avec un petit peu plus d'attention parce qu'il y a d'autres compétitions qui nous intéressent peut-être un peu moins, là, personnellement. Donc là, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Les joueurs de NHL voulaient le faire. Les joueurs de NHL ont poussé très, très fort. L'Association des joueurs a poussé très, très fort pour que
les meilleurs puissent y participer. Et puis les autres, ben, ils poussent ceux qui savent qu'ils n'ont aucune chance d'aller au JO, hein, parce que c'est une minorité de joueurs qui vont y aller, parce que c'est vraiment les meilleurs de chaque nation, les top joueurs du monde. Les autres joueurs ont poussé aussi parce que ça leur fait une pause de 2 semaines. Puis on sait que les joueurs... Non, mais c'est vrai, durant l'année, les joueurs se plaignent que bon, ce qui arrive aussi une année, ça leur fait une pause de 2 semaines. Par contre, le calendrier, comme le calendrier va s'arrêter pendant 2 semaines, ça condense le calendrier. Ça va forcer les joueurs à jouer 4 matchs par semaine, un petit peu plus souvent. Donc, ça condense aussi le calendrier, mais les joueurs apprécient d'avoir une pause durant la saison parce qu'on ne se rend pas compte, mais le rythme des matchs de NHL avec les voyages, etc., là, c'est vraiment, vraiment difficile. Je me souviens que Nico Hischier, il racontait après sa première année en NHL à quel point il était fatigué, qu'il avait ressenti de la fatigue au cours de la saison, les voyages, etc. Donc, c'est une adaptation. Bref, bonne nouvelle. On est à nos moutons. Bonne nouvelle. Moi, je souhaite juste qu'à Milan, la patinoire soit prête parce que ce que j'ai entendu la dernière fois, c'est que ils sont en train de construire une nouvelle patinoire. Et puis, selon les plans, selon la planification, c'est supposé être prêt 2 semaines avant. Puis dans 2 ans, alors s'entend-tu que 2 semaines, il s'agit juste qu'il y a une livraison qui n'arrive pas par bateau d'un morceau et puis ça retarde tout, là? Oui, mais Steph, en même temps, Jeux olympiques à Montréal, ça s'est fait dans un stade qui n'était pas prêt, qui a été fini des années plus tard. J'y étais. J'y étais, je suis allé. Toi, tu n'étais pas au monde. Moi, je suis au monde. En 76, à Montréal, j'étais là. J'ai été 2 jours aux Jeux olympiques à l'époque. On se souvient, comme si c'était hier, honnêtement, puis je suis allé souvent voir jouer les expos, etc. Puis là, on vient de voter pour réparer le toit du stade. Oui, ça, c'est aberrant. Mais à coût de un petit peu moins d'1 milliard. Comme si les Québécois avaient l'argent pour ça. Mais ça, c'est un autre débat. Ça pousse dans les arbres. C'est un autre débat, Steph. Mais ça pousse que l'été, parce que l'hiver, ça pousse. Tu dis que tu te souviens justement de ces Jeux olympiques à Montréal. Honnêtement, moi, en plus, à Milan, les prochains, les autres seront dans les Alpes françaises. Avec les joueurs de la NHL, j'espère vraiment pouvoir mettre la main sur des billets pour aller voir des matchs de hockey parce que clairement, on a tous des souvenirs des Jeux olympiques avec les joueurs de NHL. C'est vraiment un spectacle. Et j'ai hâte de voir où sera la Suisse dans tout ça. Parce que la Suisse, au championnat du monde, lorsqu'ils amènent leur vedette de la NHL, ne réussissent pas à passer les quarts de finale. Mais là, par contre, ce sera contre les meilleurs de chaque nation. Ce sera contre la grosse cylindrée américaine, la grosse cylindrée canadienne et tout. Ce serait intéressant de voir où se situe la Suisse. Mais écoute, ça va être un sacré beau spectacle. Et je me réjouis, enfin une bonne nouvelle. Enfin une nouvelle qui va dans le bon sens pour les amateurs de hockey. Parce qu'on en reviendra un petit peu plus tard dans le segment sur Tout at Wedge. J'ai l'impression que la NHL prend trop de décisions que monétaires et jamais pour faire plaisir à ses spectateurs, à ses partisans de hockey. Et enfin, on renvoie les joueurs de NHL du côté. C'est pas loin en plus, c'est pas loin, Milan. C'est parfait. Dans les Alpes françaises non plus, ce sera pas très loin. J'étais allé en 92, c'était à Albertville, les Jeux olympiques. J'y étais aussi, Joe, je suis allé voir jouer le Team Canada. Les gars de NHL n'y étaient pas. Non. Je suis allé quelques jours à Albertville. T'étais au monde en 92? Je suis né en 92, mais du coup, c'était à l'hiver en 92. Non, je n'étais pas encore né. OK, d'accord. J'étais bien au chaud dans le ventre de ma mère. Cette jeunesse. Bon, Steph, assez parlé du hockey suisse. On va maintenant passer au segment Head-to-Head. Pour le segment Head-to-Head, Steph, avant de te lancer dans les questions, j'ai un petit coup de gueule à passer. Parce que, bon, évidemment, le week-end dernier, c'était le week-end, le All-Star Weekend. J'ai pas regardé le match des étoiles, honnêtement, ça ne m'intéresse pas, ce 3 contre 3 où les joueurs sont plus ou moins enclins à jouer. C'est un... Bon, écoute. Mais par contre, avec un pote, j'ai regardé la compétition d'habileté, le Skills Competition. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé le format qu'on a donné cette année à la Ligue... À cette compétition. J'ai aimé le fait qu'on revienne aux bonnes vieilles compétitions, toutes dans la patinoire. Là, fini le golf sur le terrain de golf en Floride, fini shooter sur des surfs sur la plage ou dans la fontaine du Pelagio. Ça, c'était complètement n'importe quoi. On est resté dans la patinoire. C'était une belle compétition à 12 joueurs. C'était hyper intéressant. Mais j'ai un coup de gueule. Il est à Nikita Kucherov. Un athlète, toi, tu es d'ailleurs allé le voir jouer une fois à Tampa Bay. Incroyable. Le joueur de hockey est incroyable. Est-ce que je peux parler de la personne? Honnêtement, c'est une personne que je trouve ingrate. Il est
invité au match des étoiles parce que c'est le meilleur pointeur de la Ligue. C'est un des joueurs avec le plus de skills dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Il est payé 10,5 millions par année par le Lightning de Tampa Bay parce que les patinoires en NHL sont remplies par des gens qui roulent pas toujours sur l'or comme lui, on va être franc, mais qui payent des billets à gros prix pour aller le voir jouer, qui sont contents de le voir jouer avec les autres grandes stars de cette ligue-là. Et il était désabusé, il n'en avait rien à foutre. Et Nikita Kucherov, j'ai un message pour toi. Je sais que tu n'écouteras pas Overtime NHL, surtout pas en français, mais la prochaine fois, reste chez toi. Honnêtement, il y a tellement d'autres joueurs avec le Lightning de Tampa Bay qui peuvent donner un spectacle et qui aimeraient être dans cette compétition-là. Si tu veux prendre des vacances, dis à ton club que tu vas mal les représenter. Dis à la Ligue nationale que tu y vas pas. Accepte les matchs de suspension qui vont avec et fous-nous la paix parce qu'honnêtement, c'est un manque de respect envers les spectateurs, envers les gens sur place qui ont payé. D'ailleurs, il s'est fait huer et normalement, j'aime pas que les gens huent les joueurs. Surtout pas dans une compétition comme ça où c'est la fête, mais c'était à tout point juste de le huer. Il était désabusé, il s'en foutait totalement. Et une fois, il y a Connor McDavid qui lui a lancé un regard après une de ses prestations pitoyables. Et ça voulait tout dire. Honnêtement, les gars se sont donnés dans les compétitions, avaient du plaisir, riaient ensemble. Kucherov en a rien à foutre. On a vu des Ovechkin, on a vu des Crosby dans ces compétitions-là avoir du plaisir. Kucherov, il n'a plus sa place là, même si c'est le joueur avec plus de skills dans la Ligue nationale de hockey. Voilà, c'est dit. C'était mon coup de gueule, Steph. Parfait, Joe, tout est dit. Je seconde votre honneur. Voilà. Je passais une bonne journée, mais tu vois, parler de Kucherov, ça m'a allumé. Voilà. J'ai vu aussi, j'ai regardé un petit bout, sincèrement. Moi aussi, j'ai vu ça. J'ai vu aussi tout le tollé que ça a fait sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect pour la main qui te nourrit. Qui te nourrit grassement. Exact. Bon, on revient aux moutons head-to-head. On a 3 sujets de discussion à discuter ensemble. Tout d'abord, il y a un tournoi des 4 nations qui a été annoncé par la Ligue nationale de hockey. Dès l'an prochain, ça va prendre la place justement du Week-end des étoiles. Ce sera une année sur 2. Le tournoi des 4 nations, ce sera un tournoi à 7 matchs entre le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande. Ce sera un tournoi sur 9 jours, donc ce sera une longue pause pour ceux qui ne participent pas à ce tournoi. Steph, ma question, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, très bonne idée, parce que là, tu as du hockey de top niveau. Tu as les meilleurs joueurs des nations qui sont représentés. Évidemment, il y a d'autres bons joueurs, les Tchèques ou les Russes, évidemment, qui ne seront pas. Mais la question, est-ce que la Finlande a vraiment d'affaires là? Plus que les Tchèques, pas sûr, mais ça, c'est on aurait pu faire un Team Europe? Oui, mais ils n'ont pas voulu, hein? On avait fait un Team Europe pour tout ce qui était autre que ça de Finlande. Oui, on aurait pu, mais je pense qu'on s'est contenté. Donc, on va se passer de certains bons joueurs, des Ovechkin, des Pasternak, etc. Donc, tous les meilleurs n'y seront pas. Les Finlandais, on le vend en poupe. Là. J'ai l'impression que tout ce qui vient de la Finlande, bref, il n'y a pas tant de grandes vedettes de NHL qui viennent de la Finlande. Ça, c'est une parenthèse personnelle. Oui, l'idée est très bonne. Moi, j'ai vécu la série 87, là. J'ai vécu aussi l'année que Gretzky et Lemieux avaient joué ensemble, début des années 90, Coupe Canada, qu'ils appelaient ça. C'était sensationnel. C'était au mois de septembre, je me souviens. Joe, j'étais à l'Uni, puis on avait fait un party d'étudiants. On avait vu ça sur un grand écran, etc. Gretzky, Lemieux. C'était fabuleux. Les gens avaient embarqué. C'était intéressant. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir. Je pense que c'est une bonne idée. Ça va être beaucoup plus suivi que le match des étoiles. Puis ça va attirer autant le regard sur la NHL que le match des étoiles. Là, où je pense que c'est une bonne idée. Et là, il y aura de l'enjeu parce qu'il y aura la fierté des joueurs qui sera en jeu. Évidemment, les Canadiens voudront montrer qu'ils sont les rois du monde. Les États-Unis voudront montrer qu'ils peuvent rivaliser maintenant contre le Canada. Et puis les Européens, bon, c'est très bien. Les Suédois, les Finlandais veulent aussi montrer que c'est des nations de hockey. Donc, ça va être... les joueurs vont jouer au lieu... Ils vont jouer sérieusement. Ce ne sera pas comme au match des étoiles. Ben, tu vois, c'est le segment Head-to-Head, c'est parfait parce que moi, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. J'ai beaucoup de questions parce que toi, évidemment, tu parles de tournois qui se sont passés à une autre époque, à une époque où peut-être les gens étaient dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. 2 ans avant Jonathan Filion. Voilà, on va compter Exactement. Ça comme ça. L'an 2 avant Jonathan. Non, mais c'est une autre époque où, justement, on avait peut-être moins accès au monde entier. On avait peut-être moins accès à des vedettes.
Et on était à la fin de la guerre froide, dans les années après la guerre froide ou vers la fin de la guerre froide. Il y avait quand même des aspects assez intéressants, sociopolitiques mêlés à tout ça. On peut penser d'ailleurs à la série du siècle, qui est beaucoup plus vieille quand même, qui est dans les années 70, si je ne me trompe pas. Mais, 72. Comment? 72. Voilà. Là, je m'en souviens, j'avais 4 ans. Voilà. Il paraît que mon père m'a dit que j'avais regardé avec lui, mais je te dirais, je n'ai pas souvenir. Mais c'est quand même une autre époque et ça marchait bien. Mais moi, dans une époque moderne, j'ai la fameuse Coupe du Monde là, qui s'est passée il y a quoi, 7-8 ans. Là, ils avaient fait une Coupe du Monde. J'étais encore au Québec à l'époque. Et honnêtement, c'était pas... Il l'avait fait d'ailleurs avant la saison. Il voulait justement ramener ces compétitions internationales. Il avait fait d'ailleurs l'équipe des moins de 23 ans, l'équipe Europe. Il y avait l'équipe, je me souviens plus trop en Europe, quel pays ils avaient choisi. C'est le Ralph Kruger qui avait coaché. Exactement. Et honnêtement, je trouvais pas qu'il y avait un énorme intérêt dans cette compétition-là. D'ailleurs, ça avait été un peu à sens unique pour les Canadiens. Je trouvais pas ça avait fait autant une si belle vitrine, une si belle publicité. Les joueurs étaient encore en mise en forme. Oui, mais c'était ça aussi. C'était en septembre. Bon, tu vas me dire que la série que je te passe, c'est en septembre. Là, on est au mois de février. On est en plein dedans. Oui, mais Steph, en même temps, en septembre, à l'époque, l'entraînement d'été n'était pas encore commencé en septembre. Dans les années 90, ils commençaient ça autour du 1er octobre. Un petit peu plus, ça commençait, les entraînements d'été. Non, mais mine de rien, moi, j'aime bien l'idée de la compétition entre pays. Mais j'aurais voulu que la NHL essaie l'espèce de All-Star Game, la compétition des matchs, les mini-matchs, mais à 5 contre 5, et le Skills Competition, comme on l'a fait cette année, mais par pays. Canada, États-Unis, Suède, Finlande et reste de l'Europe, si on veut, quelque chose comme ça. Ah, parce que la Russie, on ne peut pas les inviter, donc on n'aurait pas Kucherov. Ben, exactement, donc moi, je serais satisfait. Mais cette compétition... au lieu de donner 1 million aux joueurs, tu donnes, par exemple, de l'argent à des œuvres de charité qui sont associées aux équipes nationales. Tu peux donner à des mouvements juniors du pays. Je trouve qu'il y aurait eu quand même quelque chose de fierté de « Hey, les Suédois, on a battu le Canada dans les skills, dans les matchs et tout. » Je trouve que... Parce que là, c'est très long, 9 jours sans match quand même, là. Ça va être une très, très longue pause. En même temps, c'est vrai que pour les joueurs qui ne joueront pas, c'est une bonne nouvelle parce que ça va faire un vrai break. J'aime bien. Mais je ne sais pas si c'est vraiment... Je ne sais pas s'il va y avoir l'intérêt parce que, par exemple, ici en Suisse, la Suisse n'est pas représentée d'aucune façon. Est-ce que les Suisses vont vouloir regarder ce tournoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point tous les joueurs vont être impliqués. Oui, c'est sûr que les pays qui sont moins impliqués... voilà. Moi, je te dis ça de mon point de vue de Canadien. Et je pense que lorsque les joueurs mettent le maillot à feuille d'érable, les Américains, les Suédois, les Finlandais, il y a une fierté. Et là, ça va faire appel à la fierté, surtout que ça va se disputer en Amérique. Quand ils jouent en Biélorussie ou, j'allais dire le Pakistan, là, mais à l'autre bout du monde, à des heures pas possibles, les gens, ils ne suivent pas. Il faut être honnête, les championnats du monde à la fin de l'année, quand c'est en Europe, à des heures pas possibles, les gens regardent éventuellement si le Canada, quand ils zappent la télé, le Canada joueur va regarder, mais à part ça, c'est pas suivi, pas du tout. Ouais. Là, ça va être en Amérique du Nord, avec des joueurs d'NHL, les meilleurs, du local, et je pense que ça va marcher. Puis les joueurs, s'ils sentent qu'il y a l'engouement puis il y a la pression, ben les gars vont jouer sérieusement. C'est mon avis. Ben écoute, j'ai hâte de voir parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il y aura ce tournoi-là, cette compétition des 4 nations. Une année, l'autre année, ce sera une Coupe du Monde. L'autre année, on revient à la compétition des 4 nations. L'autre année, les Jeux olympiques. Vraiment, la NHL semble vouloir miser sur les compétitions internationales. Steph, le temps presse, le temps avance. Salt Lake City a annoncé qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient un projet de patinoire si la NHL s'engageait à leur donner un club d'expansion. Atlanta, exactement la même chose. Atlanta, d'ailleurs, qui a déjà eu 2 clubs dans sa vie, les 2 clubs qui sont devenus les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg. Les Nordiques de Québec encore qui veulent se mêler à tout ça. La partie politique qui veut embarquer et tout. Tout le monde en ce moment, j'ai l'impression, veut une expansion. La NHL est intéressée à donner des expansions, pas dans l'immédiat, mais dans un avenir à moyen terme. Mais est-ce que c'est vraiment une priorité pour la NHL d'amener de nouveaux clubs dans sa ligue?
Non, je suis surpris parce que si tu regardes les autres ligues, on est tous à peu près ça, 30 équipes. Non, attends, c'est 33, 34. Ça commence à faire beaucoup, là. Là, honnêtement, puis les marchés qu'on irait chercher, c'est des marchés qui ne sont pas naturels. Là. OK, tu le parles. On parle évidemment, il faut être clair, là, Batman, il ne veut pas venir à Québec. Là. Québec, il répond par politesse. Oui, mais Québec, c'est la dernière roue du carrosse. Bon, d'ailleurs, dans la conférence de presse, Steph, en marge du match des étoiles, il avait nommé des équipes intéressées à avoir des expansions. Il avait oublié Québec. Quand on lui a posé la question, il dit oui, bien sûr, c'est vrai, je vais oublier Québec. On voit la priorité. Non, oubliez ça. On est loin de Québec, même si je trouve ça dommage parce que c'est mon bled, c'est là d'où je viens, la région de Québec. Et puis je trouve qu'il y a une telle culture de hockey quand tu vois qu'en junior, tu réussis à mettre 18 000 pour les matchs de junior. Et puis, bref, cette année, les remparts, ils ont une équipe très ordinaire. Puis ils ont encore mis 10 000 le week-end passé. Il y a une culture de hockey qui est juste incroyable. Par contre, pour la NHL, c'est pas un bon marché télévisuel. C'est pas un marché qui est porteur. Québec, pour la majorité des Américains, Québec, c'est quelque part au nord, là. Je ne sais pas si c'est à côté de l'Alaska ou du Groenland. Là. Honnêtement, là, les Américains, le Canada, Toronto, Montréal, ouais. Vancouver, ouais, mais Québec, pour eux, donc c'est pas porteur du tout, c'est pas vendeur. Tu vas me dire, est-ce que c'est moins vendeur que Columbus? Je ne suis pas sûr. Mais que Winnipeg, encore moins. Mais moi, je ne pense pas qu'il. L'expansion, pour moi, je pense qu'il va juste avoir l'argent de l'expansion parce que les équipes qui arrivent, ils payent cher, donc ils se séparent les revenus. Et Atlanta, je pense que Batman, il pense à son fameux marché de télévision pour avoir les quotas de télévision. Houston, j'ai été surpris que Houston était, je pense, dans les 10 meilleurs marchés télévisuels américains pour le sport. Mais si je me trompe pas, c'est le plus gros agglomérat de population aux États-Unis, Houston. Oui, c'est ça, j'ai été surpris. Je savais que c'est une grande ville, mais à ce point-là, c'est énorme. Et plus que New York, j'étais surpris. Atlanta aussi, c'est un excellent marché télévisuel, mais Atlanta, c'est le baseball. Atlanta, c'est une ville de baseball. C'est une ville de football américain et de basket aussi, mais le baseball à Atlanta, c'est une religion. C'est comme à Saint-Louis, au Missouri. Donc, Salt Lake City, on s'entend-tu que Salt Lake City, les Seals, ils ont eu 2-3 équipes dans différentes ligues. Bon, Salt Lake City, ça a beaucoup grossi, mais quand même, Salt Lake City. Steph, honnêtement, ça marche pour le basketball avec le Jazz de Utah. C'est la même organisation. Exactement. Mais je préférerais avoir une équipe à Salt Lake City qu'avoir une équipe en Arizona. Et moi, le problème que je vois des expansions, c'est que bon, la NHL veut grossir, veut devenir un sport plus en vue aux États-Unis, faire plus d'argent. Regarde le modèle de la NFL, 34 équipes. On veut devenir une ligue à 34 équipes. Mais soyons honnêtes, en ce moment, dans la NHL, il y a tellement d'équipes qu'un peu comme en Suisse avec 14 équipes, je veux pas être méchant pour la National League, mais le talent sur la profondeur des équipes est dilué. Merci de le dire, Joe. Merci de le dire. Le talent est dilué. Même à 6 étrangers, le talent est dilué. Exactement. À 14 équipes en National League, le talent est dilué. À 32 déjà en NHL, le talent est dilué. À 34, ce le sera encore plus. Pourquoi pas juste prendre l'équipe qui marche le moins dans son marché, les Coyotes de l'Arizona, d'ailleurs, qui avait une date limite jusqu'au 31 janvier pour son projet d'Arena. Ça tarde, on ne sait pas trop où aller avec ça. Pourquoi pas juste déménager cette équipe à Salt Lake City, qui serait au moins un nouveau marché, qui pourrait fonctionner mieux que l'Arizona. Puis on ferme la Ligue à 32 pendant un long moment, puis on développe les marchés qui sont déjà implantés. Moi, je trouve que ça aurait plus de sens. Steph, il nous reste un petit sujet à parler. Il y a eu 2 grosses transactions la semaine dernière. Elias Lindholm, le centre des Flames de Calgary, qui a été échangé aux Canucks de Vancouver. Et Sean Monahan, du côté de Montréal, qui a été échangé pour les Jets de Winnipeg. 2 des plus gros morceaux sur le marché des transactions, là, la date limite qui est le 8 mars. Et la question que je te pose, est-ce qu'il y aura vraiment de l'action le 8 mars? Est-ce que les médias nord-américains vont trouver cette journée de presque 12 heures en live longue? 12 heures en live, là, à faire raconter, ça va être longtemps, je sais pas. Et c'est difficile à dire là, sur le marché. Il y a des équipes, c'est des équipes qui sont vendeurs, des équipes qui sont acheteuses, évidemment. Là, Winnipeg et Vancouver, ils ont des grosses saisons, ils veulent s'armer pour aller à la guerre. Après, qui a besoin de renfort? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'Edmonton, qui semble être bien parti, va aller chercher quelque chose d'autre en renfort? Je ne sais rien.
Après, c'est ce qu'on appelle des joueurs de location. Hein. Lindholm, peut-être pas, mais Monahan, c'est un joueur de location. Il a plus de contrat à la fin de l'année. Coûte 1,8. Lindholm aussi. Lindholm aussi, plus de contrat, je n'ai pas fait attention. Donc, c'est des joueurs de location. Ça veut dire qu'ils vont là, puis à la fin de l'année, l'été prochain, 1er juillet, ils peuvent signer ailleurs. Donc, Monahan pourrait, par exemple, revenir à Montréal. Ouais. Donc, si c'est ça, c'est une bonne affaire pour Montréal. Moi, je trouve dommage qu'il ait laissé partir, parenthèse. Parce que Monahan, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est un leader. Puis, si on veut développer des jeunes, ça te prend des gars, ça te prend des gars pour leur montrer la voie. Puis, Monahan, s'il est en santé, c'est un excellent joueur de hockey pour moi. Bref, on s'en est débarrassé. Un autre choix au repêchage. Montréal, je pense qu'ils en ont 20 l'année prochaine, des choix au repêchage. Il y a que ça, des choix au repêchage à Montréal. Mais parenthèse, écoute, c'est difficile à dire, honnêtement. Qui va être acheteur? Est-ce que Pittsburgh va essayer d'aller chercher quelque chose pour faire un push? Est-ce que les Islanders vont essayer d'aller faire des équipes qui sont borderline, hein, qui sont à maturité? On s'entend que Pittsburgh est à maturité. C'est la chance du signe à Pittsburgh. Là, c'est peut-être la dernière année. Est-ce qu'ils vont faire un push? C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'an passé, les équipes, justement, qui étaient tout près de la limite, ont décidé de vendre au lieu d'acheter. Parce que, justement, le marché était très haut. Cette année, j'ai l'impression que les deux plus beaux morceaux sont déjà partis. Et c'est normal que le Canadien ait bougé si vite parce que, justement, Monahan a un historique de blessure. Mais moi, je suis de ton avis, Steph, j'aurais aimé le voir rester. Après, je comprends avec la valeur. Techniquement, il est venu avec un choix de première ronde pour son salaire. Et en plus, on l'échange pour un deuxième choix de première ronde. Mais il a aimé son temps à Montréal et être le Canadien, moi, je lui offrirais un contrat, même si c'est pendant 4 ans et qu'il a un historique de blessure sur un troisième bloc, sur un troisième trio en avantage numérique en piqué. Aux mises en jeu, il est très utile. Et pour Lindholm, Vancouver est intéressé à le prolonger, ce qui n'est pas nécessairement le cas du côté de Winnipeg pour Monahan parce qu'au plafond salarial, on est un peu à côté. Mais ce serait intéressant, mais moi, je pense que ça va être une longue journée, le 8 mars. J'ai l'impression que ça ne bougera pas autant qu'on l'aurait souhaité. C'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs années. Les grosses transactions se font quelques jours avant, justement pour des questions de blessures, de plafond salarial. Les gros mouvements sont plus durs à faire, donc ils sont faits souvent. On devrait faire ça en Suisse le 31 janvier pour les joueurs suisses transférés, les licences B, et puis le 15 février pour les joueurs étrangers qui vont arriver dans le championnat. Joe, 7h le matin. 7h le matin jusqu'à 15h. On attend les nouvelles. Écoute, je te laisse l'essayer, puis tu me diras si ça marche, puis l'année d'après, j'embarque. Tu me laisses tout seul. Bon, Steph, merci de ne pas m'avoir laissé tout seul aujourd'hui. Merci pour ta présence. Et on se retrouve prochainement dans un autre Overtime NHL. À bientôt, Steph. Allez, ciao. Merci à tous d'avoir été avec nous pour l'épisode de la semaine d'Overtime NHL. J'espère que vous avez apprécié. Un merci tout spécial encore à Valtteri Filppula et à Stéphane Rochette pour leur passage dans notre émission. Pour ceux qui se posent la question, on va attendre encore quelques semaines, quelques mois avant de commenter la situation des 5 joueurs accusés pour agression sexuelle des anciens membres d'équipe Canada Junior. Évidemment, 4 évoluaient en NHL, l'autre Alex Formenton du côté d'Ambry Piotta. On va attendre d'avoir plus de détails, d'avoir tous les détails dans cette histoire, eux qui ne comparaîtront devant la justice canadienne qu'à la fin du mois d'avril. Sinon, rendez-vous ce dimanche. J'aurai la chance de vous commenter les Canadiens de Montréal face aux Blues de Saint-Louis dans un match diffusé sur MySports 1 dès 19h. Notre match de la semaine commenté en français. On n'a pas souvent la chance de commenter le Canadien de Montréal sur MySports ou de vous présenter les matchs du Canadien de Montréal. Ce sera un grand honneur et un grand plaisir pour moi de le faire pour cette occasion. Rendez-vous également pour plusieurs autres matchs diffusés en anglais. Pour tous les détails, c'est sur nos réseaux sociaux, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Sinon, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Entre-temps, portez-vous bien et à bientôt. Bye-bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.